Créer des experts pour rassembler les masses. Un souci pour la crédibilité des sources. Alors, cette vidéo est tirée de l'ouvrage Propaganda in International Politics de Russophobia de Glenn-Eric Andrediesen, professeur de sciences politiques à l'Université de Genève. Étiqueté comme propagandiste à la solde de Moscou, son ouvrage sur la fabrication de la russophobie est reconnu comme un ouvrage courageux et rigoureux dans la documentation et l'analyse de celle-ci. Son ouvrage est conseillé pour ceux qui souhaitent comprendre les réseaux d'influence qui agitent les relations internationales. Il a été édité chez Springer Singapour Palgrave Macmillan en 2022. Alors le postulat, c'est que la communication est efficace si la source est crédible. Il est courant en Occident de décrire les médias des États autoritaires comme la principale source de propagande. Cette propagande est devenue propagandisée. Or, les médias contenus par les États sont des médias qui suscitent le scepticisme et la prudence parmi le public. La communication est efficace si la source est crédible. La propagande dissimule la source de l'information pour ne pas être contredite. La crédibilité de la source est un élément central de la propagande. Elle implique le développement de caractéristiques positives pour un accueil garanti par le public. Si l'expert est jugé impartial, le public accepte davantage la communication issue de la source, qui serait digne de confiance, motivé par son altruisme à diffuser la connaissance. La perception de compétence et de sympathie stimule la confiance. Dès lors, le travail des propagandistes est de construire des sources crédibles, et ces récits doivent être blanchis par des intermédiaires. Le gouvernement cherche à dénigrer les sources de l'adversaire en les décrivant comme indignes de confiance, manipulatrices et belliqueuses. La propagande est donc contrée par une contre-propagande afin de contrôler la perception du public. En effet, la valeur des arguments a plus de poids que la source de l'information. Nous allons au cours de cette vidéo explorer le concept de crédibilité des sources, la fabrication des sources et le blanchissement des récits. Nous verrons comment les gouvernements occidentaux manipulent la société civile en utilisant des organisations non gouvernementales. Ces organisations non gouvernementales, financées par les gouvernements, se composent d'anciens fonctionnaires du gouvernement et s'alignent sur les objectifs du financement. Bien qu'elles opèrent ouvertement sous le couvert d'organisations indépendantes pour promouvoir les valeurs démocratiques attachées au libéralisme, on peut citer Bellingcat, un groupe international indépendant de chercheurs, d'enquêteurs et de journalistes citoyens aux enquêtes ouvertes, open source et réseaux sociaux par l'éclairage d'un courriel a montré une relation très appréciée avec la CIA et les agences de renseignement occidentales. Autre ONG, Integrity Initiative, un institut d'habilité politique, par la fuite d'un document, a démontré qu'il percevait un fonds d'un demi-million de livres sterling par an en provenance du Bureau des Affaires étrangères du Commonwealth et de l'OTAN. De l'affaire de l'empoisonné russe Skripal, du retour à la Crimée à l'Ukraine, à la propagande des insurgés syriens, l'Integrity Initiative n'a pas fait si preuve d'intégrité. Ce ne sont que quelques études de cas qui révèlent comment les États-Unis et le Royaume-Uni manipulent la société civile et les médias pour rassembler les masses autour d'une communication. Dans la rhétorique d'Aristote, la persuasion dépend de l'éthos, du logos, le raisonnement, et du pathos. L'éthos est le caractère du conteur et est l'élément le plus important, car il implique compétence et autorité morale. Une communication crédible nécessite une source jugée digne de confiance et un expert. Hovland et Weiss, en 1951,
exprime que les expériences sociales démontrent que le pouvoir de persuasion du message change profondément par la simple introduction d'un conteur autre que celui qui s'exprime. C'est un élément clé pour la construction de figures d'autorité et d'experts pour rassembler le public vers les bonnes opinions. Hickson a démontré en 1998 que la propagande occidentale était plus efficace que la propagande communiste, car elle pouvait être dissimulée en mobilisant l'industrie et les organisations privées. Pour Walter Lippmann, en 1992, la société est trop complexe pour que l'on puisse la comprendre. C'est pour cela que l'on s'appuie sur des institutions capables de collecter, d'analyser et de diffuser des informations. Le public se tourne de ce fait vers la classe d'experts. Bernays, en 1928, écrivait « Lorsque le public prend une décision, son premier réflexe est généralement de suivre l'exemple d'un leader de confiance, une icône ou une célébrité. C'est l'un des principes les plus solidement établis de la psychologie de masse. » Les opérations secrètes. George Kennan, en 1948, plaidait pour les opérations secrètes par le biais d'intermédiaires privés qui seraient soutenus par le gouvernement. Ce pourrait être également des entreprises commerciales. Le recours aux agences de publicité, aux entreprises, aux institutions et organisations privées a permis aux États-Unis de vendre leur propagande de manière plus convaincante. L'ancien chef des services de renseignement indien Vikram Sood, en 2020, soutient qu'il est impératif d'être le premier. Racontez d'abord votre histoire, toute autre histoire par la suite ne sera qu'une simple histoire. Une fois qu'un récit dominant établi, le reste des médias fait pression pour s'y conformer. Le fait de ne pas se conformer au récit stratégique entraîne un déni de légitimité politique. C'est un coup de semonce pour les autres politiciens, journalistes et universitaires qui feraient preuve d'opacité dans l'expression de leur loyauté. Propagande contre propagande. Dans 1984, Orwell faisait référence à un ministère de la vérité qui monopoliserait la vérité. La propagande dissimulée sous le nom de contre-propagande vise plutôt à contrôler le récit en monopolisant la vérité et en affaiblissant l'adversaire. Du livre Digital Marketing Strategy. Russell, en 1932, soutient que la propagande implique de contourner la raison et de fermer l'esprit à l'argumentation, ce qui implique que pour contrer la propagande, il faut élever la raison en présentant toutes les perspectives. Il y a 2 siècles, Alexis de Tocqueville mettait en garde quiconque serait capable de créer et de maintenir un tribunal dévoué à l'ordre existant perdrait son temps à poursuivre la liberté de la presse, car il serait le maître libre de se débarrasser des auteurs et de leurs écrits. La commission sénatoriale des relations étrangères et la secrétaire adjointe Victoria Nuland, en 2015, ont appelé à un plus grand contrôle de l'information avec les partenaires de l'UE pour soutenir des informations alternatives au programme russe parrainé par l'État. Nous formons également des journalistes étrangers et des acteurs de la société civile à l'art de combattre le mensonge par la vérité. L'Occitan prétend ainsi contrer la propagande russe en soutenant les médias de son voisinage oriental pour dénoncer la désinformation russe et persuader au contraire les avantages des réformes à l'européenne. Les vérificateurs de faits ou de discours. Les États-Unis et l'Union européenne mettent en place des vérificateurs de faits qui font souvent avancer les choses en vérifiant les récits plutôt que les faits. Par exemple,
Les vérificateurs des faits de l'Union européenne qualifient la référence au renversement du président ukrainien Yanukovych de coup d'État en 2014 comme étant de la désinformation russe, alors que l'Union européenne l'a qualifié de révolution démocratique. Robinson, en 2022, observe que l'industrie de la désinformation pourrait être un remède pire que le mal, dans la mesure où les vérificateurs de faits sont devenus des sources de désinformation, présentant des opinions non fondées comme des faits et des perspectives favorables à la Russie comme de fausses nouvelles. Diffuser des fausses nouvelles équivaut à défendre ses intérêts. Comme le souligne Williams en 2018, de hauts responsables de l'Union européenne ont préconisé de lutter contre les fausses nouvelles pour contrer la rhétorique populiste et garantir que les sceptiques de l'Union européenne ne gagnent pas aux urnes. Les représentants de la société civile, les organisations internationales non gouvernementales. La société civile fonctionne indépendamment du gouvernement et comprend des organisations caritatives, des mouvements sociaux, des églises, des partenaires commerciaux, des syndicats et d'autres groupes formels et informels. La société civile limite le pouvoir de l'État d'organiser la société et constitue une source d'information alternative et souvent plus apolitique et crédible. C'est pourquoi les gouvernements cherchent à influencer et à manipuler la société civile. Dès lors, les gouvernements sont tentés de créer ou d'influencer des intermédiaires dans la société civile qui jouissent d'une plus grande crédibilité que l'État. L'opération de fabrication d'initiatives populaires réussie, comme l'ingérence électorale italienne des années 1948 par les Américains, ont réussi à placer leurs favoris face à la gauche favorite, et c'est devenu un modèle qui allait être reproduit, selon Schirmer en 2020. Vers la fin de la guerre froide, des mesures plus importantes ont été prises pour manipuler la politique des nations étrangères en créant des organisations non gouvernementales, internationales, privées, qui pouvaient dissimuler et légitimer les actions des agences de renseignement. La société civile. Dans les années 1980, un processus a commencé par lequel les budgets des opérations secrètes de la CIA ont été transformés à des organisations non gouvernementales, telles que le National Endowment for Democracy, la NED, et les ONG Freedom House, qui étaient financées et dotées en personnel par le gouvernement. La société civile est censée agir comme médiateur entre le citoyen et l'État. Et les ONG deviennent dès lors des agents de socialisation et d'influence en tentant de représenter la société civile. Les ONG travaillent en étroite collaboration avec les médias, les gouvernements et les entreprises pour obtenir une visibilité et une influence politique. Sous couvert de promouvoir la démocratie et les droits de l'homme, les gouvernements occidentaux ont cherché à légitimer leur autorité sur la société civile par l'intermédiaire des ONG. La NED, National Endowment for Democracy, a été créée en 1983 en tant qu'organisation privée. Alan Weinstein, cofondateur de NED, a reconnu qu'une grande partie de ce que nous faisons aujourd'hui a été réalisé en secret, il y a 25 ans, par la CIA, déclaré à Ignatius en 1991. Philippe Agee, un lanceur d'alerte de la CIA, a expliqué que le NED a été créé comme un programme de propagande et d'incitation pour renverser les nations étrangères et légitimer la subversion en le présentant comme une initiative de promotion de la démocratie, citée par Stevenson en 2021. Le journaliste du Washington Post, David Ignatius, en 1991, a soutenu que la NED était le papa chéri
des opérations manifestes, dans lesquelles Washington pouvait soutenir un changement de régime sous les auspices de la promotion de la démocratie, des opérations paramilitaires sous couvert de soutenir les combattants de la liberté. Reagan l'a affirmé lors de la cérémonie d'inauguration du NED. Ce programme ne sera pas caché dans l'ombre, il sera fièrement sous les projecteurs et c'est à cela qu'il appartient. Nous pouvons et devons être fiers de notre message de démocratie. ONG d'élite pro-occidentale. Les États-Unis sont les pionniers du développement d'organisations non gouvernementales, financées par le gouvernement, bien que l'Union européenne ait suivi la même pratique puisque le financement est allé presque entièrement aux ONG d'élite pro-occidentales, selon Young en 2004. La Freedom House. Freedom House avait été créée en 1941 avec le soutien de Franklin Roosevelt pour contrebalancer la propagande nazie en provenance d'Allemagne. Freedom House se présente comme une organisation non gouvernementale, indépendante, même si la grande majorité de son financement provient du gouvernement américain. Les recherches révèlent que les ONG constatent que l'Union européenne les utilise pour fabriquer de la crédibilité, en façonnant les questions de droits de l'homme autour d'intérêts stratégiques, toujours selon Young. Les révolutions de couleur. Les soulèvements contre les gouvernements favorables à la Russie ont été décrits comme des révoltes populaires, organiques et locales, et le dénominateur commun du soutien aux groupes politiques a été l'orientation pro-occidentale, anti-russe, par opposition à la qualité démocratique. L'ingénierie sociale de ces ONG impliquait le développement d'une image de marque, de slogans et d'affiches au jargon révolutionnaire, ainsi qu'une formation à la désobéissance civile. Le NED, Freedom House, l'IRI, le NDI et d'autres institutions ont coopéré avec des partenaires locaux et ont également soutenu la mobilisation de l'opposition sous leur autorité. Le pays où le mécontentement national contre la corruption et le déficit démocratique sont les plus ciblés par les ONG financées par le gouvernement pour poursuivre des objectifs géopolitiques. L'inquiétude de ces gouvernements. Les efforts visant à manipuler le processus démocratique suscitent une profonde méfiance et incitent les gouvernements à exercer un plus grand contrôle sur les processus démocratiques. La revendication populaire de démocratie et de lutte contre la corruption a été détournée par les ONG lors des révolutions de couleur, qui ont transformé les manifestations en mouvements géostratégiques prônant l'adhésion à l'OTAN et à l'Union européenne, selon l'AN, en 2008. La première révolution de couleur soutenue par les États-Unis s'est produite en Serbie en 2000, où elle a réalisé ce que la guerre n'avait pas pu réaliser, la destitution de Slobodan Milosevic. Dobbs 2000. La révolution des roses en Géorgie en 2003, la révolution orange en Ukraine en 2004 et la révolution des tulipes au Kyrgyzstan en 2005 ont été saluées par l'établissement politique et médiatico-occidental comme des révolutions démocratiques populaires. Le Guardian a décrit la révolution orange en Ukraine comme une création américaine, un exercice sophistiqué et brillamment conçu de stratégie de marque occidentale et de marketing de masse, qui reproduisait le modèle consistant à gagner les élections des autres, comme cela avait été fait en Serbie et en Géorgie, cité par Trenor en 2004. Les échecs. Le secrétaire américain à la Défense, Robert Gates, en 2014, a qualifié la tentative ratée de renverser Hamid Karzai du pouvoir en 2009 de notre putsch maladroit et raté, qui a alimenté la suspicion en Afghanistan à l'égard des États-Unis et du projet démocratique. Gleb Paslovsky, conseiller de l'administration de Poutine, a affirmé qu'il est très vite devenu clair que l'Occident essaierait d'exporter cette révolution
et que nous devrions nous y préparer et renforcer très rapidement notre système politique. Le sénateur américain John McCain a tweeté le 5 décembre 2011 une menace directe contre Moscou. Cher Vlad, le printemps arabe arrive dans un quartier près de chez vous. Sur son site internet, le NED indique également comment il dépense des millions de dollars chaque année en Russie pour financer des activités telles que l'engagement des militants et la promotion de l'engagement civique, cité par Chan en 2018. Le cas de Bellingcat, l'agence de renseignement du peuple. Les campagnes visant à délégitimer la Russie et d'autres États antagonistes sont plus crédibles lorsque ce sont des chercheurs indépendants qui diffusent leurs conclusions dans les médias. Bellingcat a été créé par Eliot Higgins. Higgins a commencé son ascension vers la gloire en étudiant des photos sur les réseaux sociaux de l'attaque au gaz dans la banlieue de la Ghouta, en Syrie, en août 2013. Ces conclusions sur la culpabilité du gouvernement syrien ont ensuite été démystifiées par les journalistes et des experts en armement, notamment Theodore Postol, professeur au Massachusetts Institute of Technology, et l'ancien inspecteur en désarmement de l'ONU, Richard Lloyd, ont mené un rapport médico-légal approfondi sur l'attaque de la Ghouta. Ils ont abouti à la conclusion que les missiles avaient été lancés depuis une région contrôlée par les rebelles, cité par Lloyd et Postol en 2014. Pourtant, les médias ont repris sans réserve les conclusions du blogueur comme preuve. Higgins a ensuite été également salué par les médias pour son enquête sur le MH17, l'avion abattu au-dessus de l'Ukraine en juillet 2014. Bellingcat a utilisé un logiciel médico-légal numérique et a conclu que la Russie avait manipulé des images sur Photoshop, une découverte dénoncée par un véritable expert légiste comme interprétation erronée, puisque les preuves alléguées ne prouvent rien, cité par Bieder en 2015. Lorsqu'il était confronté à ces défauts, Higgins répondait généralement en déclarant « Suce-moi les couilles ». En 2016, Higgins a été embauché en tant que chercheur principal dans les projets Digital Forensic Research Lab et Future Europe Initiative du Conseil de l'Atlantique. Le financement de Bellingcat a également afflué grâce au financement du National Endowment for Democracy. Loin de se limiter à la recherche, Higgins a également publié des recommandations politiques au sein du Conseil atlantique, notamment pour contenir la Russie et lancer des frappes aériennes contre les soldats du gouvernement syrien, cité par Kaspersky et compagnie, 2016. Bellingcat a apparemment remplacé le rôle des agences de renseignement occidentales, car ses enquêtes étaient à l'origine des principales révélations sur la Russie, notamment l'empoisonnement présumé de Skripal en 2018 et de Navalny en 2020. Daniel Fried, un diplomate américain à la retraite, a salué la fonction unique de Bellingcat. L'avantage de confier ce travail à Bellingcat est que vous n'avez pas besoin d'avoir un débat sur les sources et les méthodes au sein de votre gouvernement, cité par McKinnon en 2020. La NED. Selon son site internet, Integrity Initiative est dédié à la révélation et à la lutte contre la propagande et la désinformation. Le plan budgétaire démontre que 95% de l'initiative est financé par le gouvernement britannique, le débarquement d'États américains, l'OTAN et Facebook. L'Integrity Initiative construit ce qu'elle définit comme des groupes de clusters, qui sont des groupes de contact composés de journalistes, d'universitaires, de chercheurs, de politiciens, de lobbyistes, de groupes de réflexion et de militaires de confiance dans des pays étrangers chargés d'agir et cimenter le récit du gouvernement britannique. Lorsqu'un différend ou un conflit, les efforts coordonnés des groupes de clusters doivent créer l'illusion d'un consensus autour d'un récit destiné à manipuler la psychologie du groupe et à rassembler l'opinion publique. L'Institute for Statecraft se qualifie de groupe de réflexion pro-démocratie
et entre dans la catégorie de la cabale des institutions privées financées par le gouvernement et les agences de renseignement. En 2015, le gouvernement britannique a lancé l'Integrity Initiative sous l'égide de l'Institute for Statecraft, groupe de réflexion pro-démocratie, une opération de propagande secrète visant à manipuler la couverture médiatique. L'Integrity Initiative définit sa mission: contrer la désinformation et l'influence malveillante de la Russie en Europe. En élargissant la base de connaissances, en exploitant l'expertise existante et en établissant un réseau d'experts, de faiseurs d'opinion et de décideurs politiques pour sensibiliser les publics nationaux à la menace et de contribuer à renforcer les capacités nationales pour la contrer. Par exemple, le 7 juin 2018, le cluster espagnol de l'Integrity Initiative a réussi à salir et à perturber la nomination de Pertobanos au poste de directeur du département de la sécurité nationale en Espagne, que le gouvernement britannique considérait comme un trop amical envers la Russie, cité par Moa en 2018. L'opération n'a duré que quelques heures. À 14 h, le leader du cluster espagnol alerte les autres membres du cluster et prépare un dossier pour informer les principaux médias espagnols. Le cluster lance une campagne sur Twitter. À 19h45, il était signalé que certains diplomates espagnols et 2 partis politiques étaient intervenus en exprimant leur inquiétude et en tentant d'empêcher la nomination citée par Blumenthal en 2018. La Rand Corporation. Le principal bénéficiaire du financement des services de renseignement américains depuis les années 40. Des 50 plus grands groupes de réflexion des États-Unis reçoivent plus d'$1 milliard par an du gouvernement américain et des entreprises du secteur de la défense, cité par Bolland en 2020. Ils financent un groupe d'experts chargé d'informer la classe politique. Les groupes de réflexion américains submergent l'influence des universitaires dans la présentation de leur analyse au public par le biais des informations ou au gouvernement, par exemple par le biais d'audiences au Congrès. Les donateurs potentiels veulent que des tireurs d'élite chevronnés tirent leurs balles politiques exactement sur la bonne cible, précisément au bon moment, cité par Rojansky et Shapiro en 2021. Dans un rapport intitulé Extending Russia, publié en 2019, Rand Corporation décrit une grande stratégie visant à affaiblir la Russie en créant des crises et en alimentant l'instabilité pour consommer sa concentration et épuiser ses ressources. Armer l'Ukraine, soutenir les combattants rebelles en Syrie, soutenir le changement de régime en Biélorussie, exploiter les tensions dans le Caucase du Sud, saper l'influence russe de la Moldavie à l'Asie centrale et promouvoir des soulèvements démocratiques, un entretien avec un soutien discret à des dissidents comme Alexei Navalny, cité par Rand Paul en 2019. Aux 2e et 3e places des groupes de réflexion les mieux financés se trouve le Centre pour une nouvelle sécurité américaine, le CNAS, et l'Atlantic Council, qui fonctionne comme un groupe de pression de l'OTAN. Le financement de groupes de réflexion par l'industrie de défense a un impact particulièrement négatif en finançant la recherche politique pro-guerre. 12 des 25 groupes de réflexion américains les plus cités reçoivent d'importants financements de la part des fabricants d'armes, cités par Marshall en 2020. Par conséquent, les partisans d'une résolution pacifique des conflits ne sont pas très présents ni dans les audiences du Congrès, ni dans les médias. Facebook a établi un partenariat avec 2 grands groupes de réflexion, l'International Republican Institute, IRI, et le National Democratic Institute, NDI, tous 2 financés par le gouvernement américain via le National Endowment for Democracy. Les médias, les cultures populaires, les agences de relations publiques et les plateformes numériques. Les médias sont un instrument important permettant aux élites dirigeantes de perpétuer leur pouvoir, leur philosophie, leur culture
et leur moralité. Les médias peuvent jouer un rôle central de chien de garde pour contraindre les différentes branches du pouvoir. Ils sont également un instrument important permettant à l'État de mobiliser le soutien populaire et les ressources dans les affaires internationales. Dans les conflits internationaux, la capacité de demander des comptes à des institutions puissantes est limitée en raison de récits et de symboles puissants. Tandis que le patriotisme s'exprime généralement comme la volonté d'être solidaire de son propre groupe contre l'adversaire extérieur. Huxley, 1932, oppose la propagande autoritaire et démocratique. Dans l'Est totalitaire, il existe une censure politique et les médias de communication de masse sont contrôlés par l'État. Dans l'Occident démocratique, il existe une censure économique et les médias de communication de masse sont contrôlés par les membres de l'élite du pouvoir. La censure, due à la hausse des coûts et la concentration du pouvoir de communication entre les mains de quelques grandes entreprises, sont moins répréhensibles que la propriété de l'État et la propagande gouvernementale. Par exemple, lorsqu'Axel Springer a acheté Politico en 2021, le directeur général Matthias Döpfner a déclaré « S'attendre à ce que les employés de Politico adhèrent aux principes directeurs d'Axel Springer. Ces principes incluent le soutien à une Europe unie, l'Union européenne, la politique d'Israël, le droit d'exister et une économie de marché libre, entre autres », cité par Podsatsky en 2021. Ces principes sont constitutifs au journal et ne peuvent être contrés par aucun employé. Médias et agences de renseignement. Les frontières entre les médias et les agences de renseignement sont devenues floues à mesure que les responsables du renseignement sont devenus des acteurs de plus en plus fréquents dans les médias. Lors du Russiagate, les responsables du renseignement pouvaient se cacher à la vue de tous, puisqu'ils étaient embauchés par les médias en tant qu'analystes. Les médias et les agences de renseignement ont même fusionné dans certains cas, ce qui pose problème dans la mesure où la description de postes des agences de renseignement inclut la diffusion de désinformation. De nombreux responsables du Federal Bureau of Investigation, le FBI, du National Security Council, NSC, de la Drug Enforcement Agency, la DEA, et d'autres agences ont été embauchés ou sont devenus des contributeurs réguliers pour diffuser l'information. Schaeffer en 2018. La CIA manipule également à certaines occasions les médias étrangers pour changer les attitudes à l'intérieur du pays. Selon Panetta, la méthode courante de la CIA consiste à acquérir des médias au sein d'un pays ou d'une région, ou à influencer ceux qui peuvent posséder des éléments des médias, selon Schimmer en 2020. Le journalisme et les opinions correctes. Il n'est pas nécessaire de censurer les journalistes lorsqu'on embauche uniquement des journalistes ayant des opinions correctes, ce qui constitue une tendance qui fragmente l'espace médiatique au niveau national et international. Le manque d'objectivité journalistique des médias occidentaux se retrouve également dans la sélection des journalistes. Par exemple, une offre d'emploi du New York Times pour le poste de correspondant étranger en Russie présentait l'offre d'emploi suivante. La Russie de Vladimir Poutine reste l'une des plus grandes histoires au monde. Il envoie des escadrons armés d'agents neurotoxiques contre ses ennemis, contre le chef de l'opposition Alexei Navalny. Ces cyberagents sèment le chaos et la discorde en Occident pour ternir la démocratie, tout vantant sa fausse version de la démocratie. Si cela ressemble à un endroit que vous souhaitez couvrir, alors nous avons une bonne nouvelle. Nous recherchons un nouveau correspondant. Cité par Robinson en 2020. Culture populaire, blanchir la propagande. En 1928, Bernet reconnaissait « Le cinéma américain est le plus grand vecteur inconscient de propagande dans le monde aujourd'hui. C'est un excellent diffuseur d'idées et d'opinions. » Coyne et Hall affirment que le gouvernement américain a travaillé en coulisses sur plus de 800 films majeurs et plus d'1 millier de séries télévisées. Le Pentagone, la CIA et la NSA
ont affirmé modifier les scénarios ou empêcher la production de films lorsqu'ils sont jugés trop critiques à l'égard de l'armée et du gouvernement américain. En 2017, le comité d'enquête sur la Russie a été créé par le réalisateur hollywoodien Bob Reiner. Il a produit une vidéo accusant la Russie de poursuivre les attaques contre notre démocratie. La vidéo est racontée par l'activiste politique Morgan Freedom, proclamant « Nous avons été attaqués, nous sommes en guerre », avant de présenter le récit de l'ingérence électorale de la Russie. Les sociétés de relations publiques et la publicité. Cependant, la population américaine a été convaincue par une campagne de relations publiques. Celle-ci montrait une jeune fille de 15 ans dans un témoignage émouvant le 10 octobre 1990, où elle déclarait la façon dont des soldats irakiens avaient retiré des bébés des incubateurs d'un hôpital koweïtien et les avaient laissés mourir sur le sol glacé. Cette histoire horrible a vendu la guerre en Irak car elle constituait un argument moral solide en faveur de la guerre. Le témoignage et l'histoire étaient un mensonge avéré et la jeune fille s'est révélée être la fille de l'ambassadeur du Koweït aux États-Unis. Les sociétés de relations publiques jouent également un rôle central dans le marketing des produits et la politique, qui peuvent glorifier l'intérieur du groupe, diaboliser l'extérieur du groupe et définir le discours dominateur. Dans le but d'obtenir un soutien à la guerre contre l'Irak en 1991, la société de relations publiques Hill et Knowlton a été embauchée pour 10,7 millions de dollars. Il était problématique de vendre la guerre à travers la division binaire habituelle, car le gouvernement brutal du Koweït n'était guère connu pour sa liberté. Les géants du numérique peuvent manipuler des élections entières en modifiant les algorithmes. En 2011, le Guardian a rapporté que l'armée américaine avait créé une armée de trolls composée de faux personnages pour manipuler les médias sociaux dans le but de dégrader le récit de l'ennemi cité par Fielding et Coban en 2011. Les géants de la technologie et le gouvernement américain ont formé des partenariats dans la guerre de l'information qui obscurcissent la distinction entre mesures défensives et offensives. Mark Zuckerberg, en 2018, a écrit un article d'opinion intitulé « Protéger la démocratie est une course aux armements. Voici comment Facebook peut aider », dans lequel il affirme que Facebook est un partenaire du gouvernement américain car la course aux armements en matière d'information le nécessiterait. La combinaison force des secteurs privés et publics américains. Zuckerberg a exprimé la détermination de Facebook à combattre les mauvais acteurs, comme la Russie, l'Iran et d'autres États que Washington considère comme ses principaux adversaires. Le cofondateur de LinkedIn, Reid Hoffman, a été dénoncé pour avoir financé une opération menée par des agents démocrates au cours dans laquelle des milliers de faux comptes russes ont été créés, apparemment en faveur du républicain de l'Alabama, Roy Moore. En révélant le faux soutien russe à Roy Moore, il a ensuite perdu de peu la course au Sénat en 2017. Loi contre la propagande étrangère et désinformation. La loi sur la lutte contre la propagande étrangère et la désinformation a été promulguée aux États-Unis en décembre 2016, qui a créé le Centre d'engagement mondial pour lutter contre la propagande étrangère. Les médias d'opposition sont censurés en utilisant l'étiquette de désinformation et de propagande. La loi contre la manipulation de l'information, couramment appelée loi Infox ou loi Fake News, est une loi française qui vise à lutter contre les diverses formes de diffusion intentionnelle d'infox. Elle est adoptée par le Parlement le 20 novembre 2018 et promulguée le 22 décembre. Le Washington Post a publié une liste noire de pas moins de 200 sites internet accusés d'être des colporteurs routiniers de propagande russe, parmi lesquels figurent des publications telles que antiwar.com, Wikileaks et le Ron Paul Institute, cité par Taibbi en 2016. La liste noire du Washington Post assimilait la propagande russe aux critiques de grands médias, de l'OTAN, de l'UE, d'Obama, de Clinton, de Merkel et d'autres personnalités de l'établissement. Les plateformes de médias sociaux agissent selon ces directives.
en limitant l'exposition, en modifiant les algorithmes et en utilisant de manière incohérente l'étiquette parrainée par l'État. Facebook s'est associé à plusieurs grandes sociétés de médias, telles que le New York Times, CNN et News Corp, pour contrôler et restreindre le contenu de ses rivaux. Google a agi sur des listes noires similaires en modifiant ses algorithmes pour réduire le trafic vers des sites d'information tels que Democracy Now! Et The Intercept, tandis que YouTube a démonétisé plusieurs de ces sites. La censure a servi d'avertissement aux autres journalistes et plateformes médiatiques pour qu'ils se conforment à la rhétorique anti-russe. En réponse à la censure et à la manipulation sélective, les utilisateurs de Twitter et de Facebook ont commencé à migrer vers Parler en tant que plateforme de médias sociaux alternative. Lors d'une attaque coordonnée, Apple et Google ont suspendu l'application Parler de leur plateforme, tandis qu'Amazon a expulsé Parler de ses serveurs et a ainsi supprimé l'intégralité de la plateforme des médias sociaux d'Internet. Les dissidents. Les dissidents sont une composante importante de la propagande en tant que source alternative d'autorité. Les dissidents prônent des hostilités économiques ou militaires contre leur propre pays et fournissent une légitimation vitale car il est à côté de la population. Les dissidents des adversaires peuvent être dirigés pour fragmenter la cohésion, encourager de nouvelles dissidences et légitimer des actions coercitives telles que des sanctions, des coups d'État ou des invasions. Les dissidents peuvent également être utilisés à des fins de propagande au sein du groupe en construisant des stéréotypes selon lesquels notre supériorité vis-à-vis de leur corruption morale. Les dissidents sont une composante importante de la propagande, car leur vie, dans les conditions difficiles ou leur fuite de leur pays, fait appel à l'émotion et au sens de la justice et de l'humanisme du public. La propagande crée de la sympathie pour les dissidents. Elle convertit ces sympathies en soutien à des objectifs politiques, car si le public se soucie de l'injustice, il a alors la responsabilité morale de le sauver en intervenant par des sanctions économiques ou une action militaire. Dès lors, la sympathie naturelle envers les dissidents inocule par extension un discours critique. La diffusion de récits par l'intermédiaire de dissidents permet de présenter et de condamner l'opposition intellectuelle comme ne se souciant pas des souffrances réelles ou exagérées des individus opprimés que sont les dissidents. Plus un pays est méconnu et hostile, plus les dissidents peuvent être utilisés comme source alternative d'autorité. Par exemple, les dissidents nord-coréens tels que Shin Dong-hyuk, Won Hyuk et Yeon-mi Park ont pu diffuser des récits incohérents et invraisemblables avant d'être dénoncés comme des fraudes. La cruauté du système soviétique a donné naissance à de nombreux dissidents russes admirables, tels qu'Alexandre Solzhenitsyn, Andrei Sakharov et Anatoly Koryagin, que l'Occident et le Russe moyen pourraient considérer comme une source alternative d'autorité. Aujourd'hui, les principaux dissidents soutenus par l'Occident sont soit des oligarques, soit des libéraux rejetés par la grande majorité des Russes. Pendant la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a utilisé les dissidents bolcheviques pour sortir la Russie de la guerre. Le général Ludendorff écrit dans ses mémoires. D'un point de vue militaire, le voyage de Lénine était justifié, car il était impératif que la Russie tombe, cité par Radcliffe en 1988. De la même manière que j'envoie des obus dans les tranchées ennemies ou que je lui lance des gaz toxiques en tant qu'ennemi, j'ai le droit de faire de la propagande contre lui. Cité par Carr en 1985. Si les années 1990 ont été un âge d'or pour les États-Unis, elles ont été une décennie catastrophique pour la Russie. Par conséquent, les dissidents des années 1990, salués par les États-Unis comme une opposition libérale, sont largement impopulaires en Russie. Sous la politique libérale pro-occidentale d'Eltsine, une classe oligarchique méprisée a émergé sous la politique de thérapie de choc, soutenue par les États-Unis. Puis toute la plateforme politique pro-occidentale s'est effondrée.
alors que la société russe sombrait dans l'anarchie et que l'Occident commençait à construire une politique post-froide. Faire la guerre à l'Europe sans la Russie. Lorsque Poutine a remplacé Helsinki, les libéraux et leurs politiques ratées ont été mis de côté. Et Poutine a annoncé que sa tâche principale était de liquider la classe oligarchique qui avait pris le contrôle de l'économie, des médias et de plus en plus de la politique, cité par Sakwa en 2007. De nombreux oligarques qui avaient pillé l'économie russe ont transformé une grande partie de leur richesse vers l'Occident et établi leur résidence au Royaume-Uni et aux États-Unis. Kozyrev, ancien ministre des Affaires étrangères sous Helsinki, est ensuite devenu citoyen américain et a déménagé à Miami, une décision inhabituelle de la part d'un ancien haut fonctionnaire du gouvernement. Mikhail Khodorkovsky, l'homme le plus riche de Russie, a été arrêté et son empire pétrolier a été nationalisé immédiatement avant de pouvoir vendre une grande partie de ses actifs à ExxonMobil et Chevron Texaco. Le récit occidental présente à tort Navalny comme le leader de l'opposition contre Poutine, alors qu'en réalité, le Parti communiste est la principale opposition et Navalny est un personnage marginal. Les dissidents américains. Les dissidents occidentaux qui dépassent le cadre sont généralement exposés à des attaques ad hominem en les reliant à la Russie en tant que groupe externe. Les dissidents intellectuels opposés aux politiques, hostiles à l'égard de la Russie, sont communément dénoncés et qualifiés d'agents russes, d'apologistes de Poutine ou d'idiots utiles. En allemand, le terme Putin-Verstehen, qui comprend Poutine, est un terme péjoratif destiné à disqualifier quelqu'un du champ légitime du discours. Le candidat à la présidentielle Bernie Sanders a également été présenté comme un agent russe. Aux États-Unis, les dissidents politiques sont communément dénoncés comme des traîtres et des agents de la Russie. La candidate présidentielle Jill Stein a été dénoncée comme un agent russe, alors que la candidature présidentielle indépendante siphonnait les voix d'Hillary Clinton. Le groupe de réflexion Atlantic Council a produit une série de publications qualifiant les hommes politiques, les journalistes, les experts et les partis politiques de chevaux de Troie du Kremlin. Les critères étaient la critique de l'OTAN, la promotion d'une réduction des sanctions anti-russes ou l'expression de compréhension envers la Russie. Les lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte sont également délégitimés en tant qu'agents russes. Le vice-président américain Joe Biden a qualifié Assange de terroriste de haute technologie en 2010, cité par McCaskill en 2010. Wikileaks a également publié Vault 7, qui inclut les techniques de piratage de la CIA en utilisant par exemple des logiciels malveillants volés produits dans des pays comme la Russie qui sont utilisés pour imiter les pirates russes et laisser de fausses empreintes digitales pour fausser l'attribution à la Russie. Les lanceurs d'alerte tels que Edward Snowden, qui travaillait pour la NSA, pouvaient être poursuivis sans impliquer la Russie, même si la fabrication d'un lien avec la Russie a contribué à le délégitimer et à faire passer le discours de l'espionnage américain à l'espionnage russe. Le gouvernement américain a sans cesse délégitimé Snowden en le faisant passer pour un agent du Kremlin chargé de demander l'asile en Russie. Le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, est devenu célèbre en publiant des documents révélant les crimes de guerre américains en Irak, en classant les câbles diplomatiques américains et autres embarras parmi plus de 10 millions de documents sur la guerre et l'espionnage. Le contraste de communication. Du côté occidental, il existe des sources apparemment fiables, sympathiques, vertueuses et objectives, issues d'organisations non gouvernementales qui représenteraient la société civile, des groupes de réflexion indépendants, de médias indépendants, d'athlètes et d'acteurs de la culture populaire, de dissidents et de lanceurs d'alerte qui sont persécutés, et d'indépendants, des agences consacrées à dénoncer les mensonges et à contrer la propagande. Les sources occidentales sont tellement crédibles que les critiquer peut être dénoncé comme une atteinte à la liberté, à la démocratie et aux victimes innocentes. Du côté russe, il y a des organes de propagande contrôlés par l'État, des agences de renseignement, des espions, des traîtres et des idiots utiles qui colportent des arguments venant du Kremlin.
Les sources russes voient leur réputation ternie dans la mesure où cela légitime le fait de les réduire au silence pour lutter contre la propagande et sauvegarder la démocratie. Donc, ces propos sont issus de l'ouvrage Propaganda in International Politics, Russophobia, professeur en sciences politiques Glendissen, Université de Norvège. La propagande consiste à convaincre un public sans faire appel à la raison. La propagande trouve son origine scientifique dans la sociologie et la psychologie, qui explorent la manière dont les êtres humains s'organisent intuitivement, en groupe, en quête de sécurité et de sens, et rationalisent ensuite des instincts intrinsèquement irrationnels. L'individu s'engage dans une réflexion rationnelle, bien qu'une grande partie des croyances et des opinions des êtres humains soient formées par l'irrationalité de la psychologie de groupe. Aux éditions Palgrave Macmillan, paru en 2020.